et à tous. Au nom du président Léonel Fernandez, président de Fonds-Glaudet et ancien président de la République dominicaine, de Laura Faxas, ambassadeur de la République dominicaine à Vienne, et en ma qualité de président de Fonds-Glaudet France, je vous souhaite la bienvenue à cette visioconférence programmée à l'occasion de la Journée internationale des violences faites aux femmes et qui aura pour thème de l'assassinat des sœurs Mirabal au mouvement MeToo, quelle place pour la féminité. Cette conférence sera retransmise en République dominicaine et restera consultable sur la chaîne YouTube de Fonds-Glaudet. Le 25 novembre 1960, Patria, Maria Teresa et Minerva Mirabal étaient assassinés par le dictateur Trujillo, alors qu'elles venaient de rendre visite à leur mari, emprisonné par le régime en place. Le destin tragique des sœurs Mirabal et de Minerva en particulier résulte d'un fait banal de harcèlement. Minerva, dont la beauté et l'intelligence sont remarquables, refuse les avances insistantes du dictateur Trujillo au point qu'il se sente humilié dans l'expression du pouvoir qu'il incarne. Rafael Trujillo, ne supportant pas qu'on lui résiste, demande alors au CIM, les services secrets du régime, dès les années 50, de surveiller étroitement Minerva Mirabal, sa famille, ses amis. Et le père des sœurs Mirabal, autant que les maris, les amis et même Minerva sont incarcérés pour leur opposition au régime. Au début des années 50, la société sud-américaine est en pleine effervescence. Les dictatures sont contestées en Colombie, à Cuba, au Venezuela. Et Minerva soutient le mouvement d'opposition à la politique de Trujillo, le mouvement appelé mouvement du 14 juin, par référence à la tentative de coup d'État de l'opposition dominicaine réfugiée à Cuba et violemment repoussée à l'époque par le régime de Trujillo. Et c'est au terme de 10 années de persécution et d'humiliation que Rafael Trujillo, ne parvenant pas à faire céder la famille Mirabal, ordonne l'exécution des sœurs Mirabal. Cet assassinat a ému profondément la société dominicaine qui condamna le régime et prit, dès le début des années 60, conscience de la nécessité de mener des actions en faveur de la protection des femmes victimes de violences. L'assassinat des sœurs Mirabal, le 25 novembre 1960, est à l'origine de la décision de l'Assemblée générale des Nations unies qui, en 1999, a approuvé à l'unanimité que le 25 novembre serait désormais la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Le 8 mars 2021, une plaque commémorative en hommage aux sœurs Mirabal a été fixée place de la République dominicaine à Paris, rappelant la Journée internationale des femmes. Depuis l'assassinat des sœurs Mirabal en 1960 et la consécration de la journée du 25 novembre par les Nations unies, les violences faites aux femmes dans le monde n'ont pourtant pas cessé de progresser. En 2017, les révélations des agressions sexuelles répétées de Harvey Weinstein dans le monde du cinéma ont entraîné une réaction d'indignation planétaire. Dans tous les pays, différents mouvements, comme en France, le mouvement MeToo ou encore le mouvement Balance ton porc, se sont constitués pour encourager la prise de parole et crier la réalité tragique des agressions permanentes à l'égard des femmes. Aujourd'hui encore, une femme sur 3 a subi des violences, une femme sur 2 a été harcelée sexuellement, une femme sur 20 a été violée, sans compter le nombre de femmes décédées sous les coups de leurs conjoints. C'est évidemment insoutenable. De nombreuses ONG demandent, dans une tribune publiée ce week-end dans le journal du dimanche, que la France, en prenant la présidence de l'Union européenne le 1er janvier 2022, fasse de l'égalité homme-femme une cause première de son action. Ces combats sont nécessaires et légitimes pour permettre à la séduction, à l'amour, à la poésie de continuer à trouver leur place dans les relations hommes-femmes et nous permettre toujours, avec délice, de lire et relire ces quelques vers de Baudelaire. La très chère était nue, et connaissant mon cœur, elle n'avait gardé que ses bijoux sonores.
Nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir différentes intervenantes, puisque notre panel est éminemment féminin. Nous accueillerons tout d'abord Chiara Corazza, qui est journaliste et représentante de la France pour le secteur privé à la G20 Empower Alliance et membre du Comité économique et social européen. Et Chiara nous évoquera l'émancipation des femmes et leur place dans l'économie mondiale. Puis nous donnerons ensuite la parole à Margaret Johnston-Clark, qui est Global Chief Diversity au sein du groupe L'Oréal et qui nous apportera un éclairage sur les violences faites aux femmes au sein de l'entreprise. Nous vous projetterons ensuite une vidéo de Flore Battista Polo qui fait un point ou qui fera un point sur l'évolution des féminicides en République dominicaine depuis 2016. Ségolène Duguet interviendra ensuite. Ségolène fait partie du cabinet d'avocats comme Cohen Amir Aslani, mais surtout est bénévole à la Maison des Femmes et elle nous fera part de ses réflexions sur l'origine de la violence chez les jeunes hommes. Et enfin, Farah Safi, qui est professeure agrégée de droit privé et directrice du master de droit pénal de l'Université de Clermont-Ferrand, nous fera un point sur la protection qu'apporte le droit aux femmes victimes de violences. Et puis, je pense que nous donnerons bien volontiers la parole à Laura Faxas, qui nous donnera sans doute quelques petits mots de conclusion. Voilà, mesdames les intervenantes, je vous remercie de votre présence et de votre soutien aux actions de Fonds Je vous souhaite à toutes la bienvenue et je vous donne la parole. Je remercie Stéphane pour l'organisation de cette table ronde et à vous tous, toutes, qui vont intervenir pour donner un éclairage sur la condition des femmes. L'impact qu'il y a eu les rôles des sœurs Mirabal en République dominicaine et hommage qu'on rend à partir de la déclaration du 25 novembre comme journée internationale de la violence contre la violence faite aux femmes, c'est aussi l'exemple de l'importance et de leur rôle dans la défense des valeurs démocratiques en République dominicaine et du rôle des femmes dans la construction de la démocratie. Et leur engagement met aussi en valeur la force et l'importance qu'il y a les choix des femmes dans pour des valeurs dans des moments difficiles. Et de plus, c'est-à-dire qu'ils venaient d'une haute couche sociale de la République dominicaine, c'était des femmes économiques bien placées, des familles très reconnues, avec accès à de l'argent, et ils ont fait avec leur mari un engagement pour la construction démocratique et pour la transformation sociale. Et ces faits les a coûté la vie. Je pense que les femmes, nous, on a une capacité d'engagement importante et que l'engagement des femmes, c'est en général un engagement autour des valeurs. Et que leur exemple marque de façon constante et sont une référence pour les générations présentes d'aujourd'hui en République dominicaine. Et comme vient de dire Stéphane, la violence faite aux femmes, c'est un constat. On a la question du féminicide qui ont été déclarés en République dominicaine comme cause nationale, étant donné le haut niveau de féminicide qu'il y a dans les pays. Je sais que ce phénomène n'épargne pas une société comme la française, où l'année dernière, on a vu, je pense que plus de 100 cas de féminicide dans des conditions atroces, que la parole des femmes ne continue pas à être au sérieux, parce qu'on avait vu comment les pouvoirs publics, le rôle de la police et le système judiciaire ont été complices de la mort de ces femmes. Parce que je pense qu'il faut commencer à dire les choses avec des mots, quoi. La fille, quelqu'un qui a été brûlé dans un marché par l'ex-mari, elle avait dénoncé, les jours avant, avait été au commissariat, on n'a pas pris en compte. Je pense que ça, c'est important de dénoncer et que dans ce processus que
vit aujourd'hui la société mondiale, si on peut parler de société mondiale, autour de la capacité de rompre les silences, parce que le mouvement MeToo, c'est ça, rompre les silences. Tout le monde savait ce qui s'est passé derrière. Et depuis des années, on parle de viol comme arme de guerre. Mais ça, c'était dans des conjonctures, dans des situations de guerre spécifiques qui, en général, ne touchaient pas de front les puissances occidentales. Mais aujourd'hui, avec le mouvement MeToo, il est arrivé au centre de nos sociétés une dénonciation sur les abus sexuels dont les femmes ont est poussées en fonction de pouvoir avoir accès aux choses dont elles ont les droits. Et je pense que c'est important dans le cadre de ces retours de silence, marquer l'engagement de nous toutes autour de dénoncer comment il y a une complicité de pouvoir des systèmes judiciaires dans nos pays, des systèmes de la police et tout ça. Normalement, qui normalement devaient protéger les femmes, qui ne les protègent pas, quoi. Je pense que dans le cadre de cette dénonciation, notre voix doit être forte. Et d'autre part, la question de l'égalité, c'est un phénomène qui se reproduit historiquement. Et je pense qu'il faudrait s'orienter à mettre les femmes dans des conditions de pouvoir pour pouvoir changer la donne. Historiquement, on parle des avancées. Il y a eu des avancées. Je pense qu'il y a des avancées notables, mais on continue à être inégal. Les femmes ne sont pas égales aux hommes au niveau des salaires, au niveau des positions dans les postes de décision, au niveau des systèmes parlementaires. Et je pense que cette rupture de silence, cette accusation et cet effort d'établir des responsabilités dans des personnes qui ont les responsabilités au système judiciaire, au système de police, aux différents systèmes qui devraient protéger les femmes, il faut aussi dire l'égalité, il faut changer les données. Les femmes doivent accéder à des postes de pouvoir pour essayer de changer cette donne que tous les ans on dit on a amélioré, mais on n'est pas égal. Je pense que cette table ronde tombe à un bon moment parce qu'à part des mouvements MeToo, il y a toute une réflexion nouvelle sur le mouvement féministe et sur la question des femmes, que je pense que ça pourrait être intéressant d'introduire dans le débat actuel et voir, regarder comment on peut créer un noyau dur en termes analytiques pour pouvoir établir une stratégie pour avancer vers l'égalité des femmes. Je vous remercie pour l'opportunité et pour être avec vous. Et j'aurai le plaisir de vous écouter sur ce sujet. Merci beaucoup, Stéphane. Ciao. Chiara, je vous passe la parole. Ah, pardon, j'avais mon micro coupé. Merci, Laura, et je vous propose de passer la parole à Chiara. Oui, Stéphane, merci beaucoup. Merci à vous, à tous les organisateurs de cette très belle initiative. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous. Et je voudrais quand même dire à Stéphane qu'il est très gentil de m'avoir présenté comme journaliste, mais il me ramène à il y a 47 ans, quand j'ai commencé ma carrière comme journaliste à Rome, mais c'est il y a très longtemps. Et là, l'unique acte de journalisme que j'ai fait récemment, c'est d'avoir effectivement signé cette tribune hier dans le journal des dimanches, parce que je veux rebondir sur ce que dit Laura. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, on soit dans tous les moments où on peut, les grandes organisations internationales, les grands sommets internationaux, la présidence française ou d'autres de l'Union européenne, expliquer que ce n'est pas des questions de genre, c'est des questions qu'il faut que les femmes apportent une contribution à ce monde en plein changement. Je vais juste vous rappeler des chiffres qui sont assez impressionnants. Actuellement, les femmes représentent 52% de la force du travail, mais contribuent à simplement 33-34% à la création de richesses. Mais je voudrais d'abord, avant de vous parler de la place des femmes dans l'économie, vous savez, la violence des femmes est liée à 100% à son indépendance financière. Ce n'est pas que les femmes sont plus fragiles ou plus vulnérables, c'est parce que tout simplement, elles sont dans des conditions de vulnérabilité ou de fragilité, parce que les hommes ont le pouvoir et sont en position de pouvoir réagir.
pour mille et une raisons, on y reviendra. Moi, je voudrais partager avec vous, en écoutant Laura, parce que vous avez parlé des féminicides, vous avez parlé de beaucoup de ce qui se passe en Amérique latine. Il y a une chose dont je suis très heureuse pendant... Alors, je voulais aussi, dire bien que je ne m'exprime plus du tout au nom du Women's Forum, dont j'assume plus de responsabilités depuis 3 semaines, mais donc, tout ce que je dis aujourd'hui, c'est à titre personnel avec quelqu'un qui est engagé depuis toujours, et je serai toujours pour la parité des femmes. J'étais très fière avec Olga Sanchez, que vous connaissez, qui était la présidente de la Cour de justice au Mexique, et aussi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, gouvernateur, donc premier ministre quelque part du gouvernement Obrador. On a lancé une initiative contre le trafic humain. Vous pensez, mais on est au XXe siècle, et au Mexique, mais dans d'autres pays encore, c'est exponentiel. Et vous savez qui sont les responsables? C'est les hôtels. Parce que ces chaînes sont extrêmement bien organisées. Et en fait, ils ferment les yeux. Et ce qu'on a fait au Mexico, on a appelé tous les directeurs des grandes chaînes internationales et on leur a fait signer qu'on n'enverrait plus une gamine de 16 ans porter le café à 6 heures du matin, parce qu'on sait très bien ce qui se passe. Qu'on ne fermerait pas les yeux quand on voit tous les jours quelqu'un qui à minuit attend dans le hall. Bien sûr, ce n'est pas un employé de l'hôtel, mais on sait très bien ce qui se passe. Donc, on leur a fait signer une charte qui est contrôlée par le ministère du Tourisme. Ça vaut pour le Mexique, mais c'est grande chaîne internationale. Et je peux vous dire qu'il y en a une qui n'a pas signé cette charte. Moi, je ne mets plus le pied. Parce que, comme les jeunes, we vote with our pockets. C'est-à-dire qu'il faut être très attentif à où on met son argent et où on va. Et ça, c'est une chose. Et la deuxième chose que je veux vous dire, et c'est le mérite de la Grande Duchesse, on a fait une opération qui était vraiment quelque chose qui m'a pris aux tripes. C'est à Luxembourg, on a invité des femmes qui étaient pas victimes simplement, mais qui étaient tout simplement considérées comme armes de destruction massive de la guerre. Ma sœur a fait 8 ans de guerre en Bosnie, elle se rappelle très bien de comment on utilisait les femmes. Et vous savez ce qui était le pire? C'est qu'en fait, j'ai beaucoup parlé avec Nadia Bourad, avec d'autres. Le pire, c'est que quand vous êtes violé, torturé, vous pouvez vous en prendre, vous pouvez haïr vos gens qui vous torturent. Vous avez une force en vous-même qui vous dit « je vais réagir ». Mais après, quand vous vous trouvez avec l'enfant de votre tertionnaire, avec votre famille qui vous met à la porte, avec vos parents qui ne vous parlent plus parce que vous avez été souillé, et donc vous n'êtes plus personne, et personne ne vous respecte, et personne ne vous accepte, y compris votre propre pays et votre propre famille, mais que vous devez aimer l'enfant du type, ça, c'était le plus dur pour elle à supporter. Et moi, ça m'a vraiment frappée parce que c'est des choses que si vous n'entendez pas, etc. Et je voudrais revenir à cette histoire des violences et des situations. Il y a une autre chose qui me rappelle quand j'étais à la tête de l'international à la région de France, on faisait beaucoup d'aide au développement, Mali, Mauritanie et Madagascar. Et comme par hasard, je m'appuyais sur les femmes. Et qu'est-ce qu'ils me racontaient les femmes? Ils me disaient, oh, c'est dur la corvée d'eau, 5 heures par jour, je porte le poids de l'eau sur ma tête. Mais ils me disaient, mais vous savez, le pire, c'est pas ça. C'est qu'on part le matin avec la peur au ventre, parce qu'on sait que le long de la route, on sera violé. On le sait. On le sait parfaitement. Tout le monde le sait. Mais on n'y peut rien, parce que la famille a besoin d'eau. Et je ne peux pas ne pas amener d'eau. Les enfants à Madagascar, les filles à 11 ans, sont aveugles. Pourquoi? Parce que les mères donnent tout ce qu'il y a à manger, pas toutes bien sûr, mais ça arrive, donnent tout ce qu'il y a à manger au père, au grand-père homme, parce qu'ils ont peur d'être battus s'ils donnent un peu de nourriture avec des protéines aux filles. Cette peur qu'ils ont de ne pas correspondre aux stéréotypes. Et c'est là que je reviens à ce que disait Laura. Quelle est la solution? Bien sûr, l'éducation. Parce que si vous êtes éduqué, je vous donne un autre exemple. J'ai une très bonne amie à moi qui est maintenant à la tête d'une très grande entreprise d'informatique à Singapour. Quand elle avait 12, 13, 14 ans, elle était violée tous les jours par ses oncles. Sa mère était morte, son père le savait parfaitement. Et un jour, parce qu'il avait peur qu'il y ait un enfant qui arrive, il a dit, bon, c'est mieux que je la marie, comme ça, il n'y aura plus de problème. Elle a dit, papa, écoute, faisons comme ça. Moi, je ne raconte rien, je ne dis rien, mais toi, tu me laisses étudier computer science. Et comme ça, elle est sortie du village. Et comme ça, elle a promis qu'elle amènerait à la maison autant d'argent que ce que donnerait son futur mari, qui était d'ailleurs un vieux monsieur. Et dès comme ça, elle s'en est sortie. Donc, l'éducation, la connaissance, et ne pas avoir peur, ne pas être obligé de. Revenons, Marguerite le sait mieux que moi, revenons à l'histoire d'eau. Si ces femmes, au lieu de passer 5 heures par jour à chercher de l'eau et avoir peur au ventre, avaient des éoliennes ou des nouvelles technologies ou des panneaux solaires qui puisent l'eau au puits, elles pourraient non seulement passer moins de temps
et pouvoir augmenter les ressources de leur terre, mais en plus, elles pourraient être libres de ne pas avoir peur, etc., etc., etc. Donc, en fait, donner les moyens qui soient éducation, indépendance financière, autonomie, pour permettre aux hommes de ne pas être dépendants d'eux. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. En fait, c'est très simple. C'est très difficile, mais on sait ce qu'il faut faire. Il faut juste que dans ce monde en pleine transformation, et c'est le moment maintenant, parce que je me répète, comme vous tous savez, on a vu pendant la COVID, les femmes étaient partout. Elles étaient capables de faire face à tout. Elles ont bien sûr pris soin des plus vulnérables, mais en même temps, elles ont su réagir. Et on a vu que la société, comme dans le temps de guerre, avait besoin de femmes. Et donc là, en ce monde en pleine transformation, où 85% des jobs de demain sont à inventer, à créer, à penser, il faut que ce monde de demain soit conçu aussi par les femmes. Et je reviens à l'éducation, une éducation bien sûr dans tous les domaines, mais en particulier l'éducation qui vous donne les mêmes compétences pour être là où vous pouvez vraiment contribuer à cette transformation. Donc l'éducation en sciences, technologies, mathématiques, ingénierie. Parce que quand vous avez besoin de construire un pont, on fera toujours appel à un ingénieur, qu'il soit femme et homme. Et comme dit notre formidable ministre Elisabeth Moreno, les talents n'ont pas de genre. La compétence n'a pas de genre. Quand on a besoin de quelqu'un, on prend le meilleur. Et donc, s'il n'y a pas des femmes qui ont les mêmes compétences que les hommes, là, on a besoin d'elles, on fera toujours appel aux hommes. Regardez, derrière les algorithmes, qui sont quand même celles qui nous conduisent au quotidien, vous, dans les cabinets d'avocats, maintenant, tout en main aux algorithmes. Avant, c'était des juristes, non, souvent des femmes, qui faisaient les recherches. Maintenant, c'est les algorithmes qui font les recherches. Très bien. Mais ces algorithmes sont créés à 80% par des hommes blancs, tous très bien intentionnés, formidables. Mais qu'est-ce qu'ils font ces hommes blancs? Ils reproduisent dans la Silicon Valley ce qu'ils connaissent. Donc, ils scale up, ils développent ce qu'ils connaissent. Et donc, bien entendu, ils font des erreurs. Mais pourquoi? Alors qu'il y a 80% de femmes qui achètent les voitures, on n'a toujours pas inventé des ceintures pour les femmes enceintes. Et on sait très bien que c'est dangereux parce qu'elles ne sont pas adaptées à, etc. Parce que les voitures sont dessinées par les hommes. Pourquoi les villes dans lesquelles vivent 60% de la population sont des villes, permettez-moi, inhumaines avec des grandes tours qui sont peut-être très belles esthétiquement, mais certainement pas pratiques, certainement pas sécures, certainement pas... Parce qu'elles sont dessinées par des hommes qui sont certainement hyper bien intentionnés, mais qui simplement ne pensent pas comme nous, etc., etc., etc. Vous pensez qu'une femme ferait un parking au 3e sous-sol complètement noir où on rentre la nuit, où on a peur quand on y va? Non, parce qu'on ne ferait pas ça, etc., etc. Donc, STEM, éducation, et puis bien entendu, la fameux accès au financement. Si on n'a pas accès au financement, comment voulez-vous que les femmes soient indépendantes et puissent dire non aux hommes? Pourquoi Weinstein? Parce que les filles avaient besoin d'un rôle au cinéma, parce que c'était lui qui avait le pouvoir. Donc, Laura l'a dit, il faut être là pour avoir le pouvoir. Et là, on revient à ce que est vraiment pour moi le changement des paradigmes, qui est la suite de cette pandémie, c'est la chicanerie, c'est-à-dire les femmes qui décident les priorités, qui décident qu'est-ce que met dans les appels d'offres, qui décident où vont les financements. L'argent est lié, il faut juste le distribuer différemment. Je prends toujours un exemple qui vous paraît peut-être enfantin, mais nous, on ne demande pas des miettes de gâteau ou même pas la moitié d'un gâteau. Ce qu'on veut dans cette chicanerie, c'est que Stéphane met du chocolat et Laura met de la vanille. Et à la fin, le gâteau, il pleura aux filles et aux garçons, à ceux qui aiment la vanille et à ceux qui aiment le chocolat. Il sera meilleur et il sera plus grand et il sera bénéfique pour tous. C'est ça, la chicanerie. C'est une façon de partager, de revoir le système et de faire en sorte que les femmes soient là dans le climat. Quand vous avez que 16% de femmes dans le domaine de l'énergie, comment voulez-vous donner satisfaction aux filles qui veulent être actives, avoir un impact positif dans la lutte contre le changement climatique? Si vous êtes un général, vous appelez tout le monde pour gagner une bataille. Et bien là, on laisse la moitié de la planète en dehors parce qu'on appelle que les hommes pour lutter contre le changement climatique, parce que les femmes n'ont pas, soi-disant, les compétences nécessaires, parce qu'il faut préparer ces fameuses pipelines pour. Et là, on revient à la gouvernance, parce que je ne vais pas monopoliser la parole. Déjà, je vous ai compliqué la soirée, je suis vraiment désolée. La gouvernance. Laura l'a dit, si on n'est pas dans les postes de pouvoir, donc y compris les conseils d'administration, les COMEX, les CODIR, comme on dit en bon français, on ne peut pas
arriver à donner des directives, des lois et faire en sorte de promouvoir les femmes qui en ont le plus besoin. Donc, je salue vraiment le travail qui a été fait par Marie-Pierre Hixin. Cette loi qui va être exemplaire. Déjà, la France, vous le savez, est championne au monde. C'est une non-française qui le dit. Elle est championne du monde en termes de nombre de femmes dans les comités exécutifs. C'était un exploit énorme. Moi, j'étais dans les boards avant les quotas, mais je serais tout à fait fière de dire que j'aurais été une femme quota. Je pense qu'il ne faut pas avoir honte de ça parce que ça a accéléré. En 10 ans, on est passé de 11% de femmes dans les boards à 46%. Et il n'y a pas un seul pays au monde qui n'a pas de quota qui a plus de 25% de personnes dans le board, y compris des États comme le Canada, l'Australie, les États-Unis. C'est-à-dire que si vous n'avez pas quelque chose qui accélère, vous n'arrivez pas. Et là, la France va être à nouveau la première au monde, pionnière en faisant cette loi avec un principe de granularité, comme dit Christine Lagarde, c'est-à-dire qu'on irrigue, on descend au centre des décisions. Mais permettez-moi de dire que ce qui est important, c'est aussi qu'il n'y ait pas que de nombre de femmes, mais qu'il y ait aussi des femmes qui aient le pouvoir de prendre les décisions stratégiques. Parce que si vous avez dans ces COMEX la parité ou 40%, comme dit la loi, d'ici 2030, c'est très bien. Mais c'est encore mieux si vous êtes dans les fonctions où vous pouvez vraiment déterminer quelle est la stratégie du groupe et où on va et comment effectivement aussi avoir un impact positif sur la société et sur la promotion des femmes. Et je voudrais finir avec un dernier exemple dont je suis très fière parce que nous avons beaucoup travaillé avec la présidence italienne et c'est la première fois que dans un G20, vous avez une déclaration dans laquelle on parle de gender equality, pas comme un secteur à part, mais comme un mainstream, comme un leitmotiv dans tous les secteurs et dans tous les domaines et à tous les niveaux. Et c'est ça que nous voulons que ce se passe aussi au niveau de la présidence française et c'est pour ça qu'on a écrit cette tribune. Parce qu'une fois de plus, toute occasion est bonne. En Europe, on n'a toujours pas ratifié la Convention d'Istanbul et on parle de l'Europe. Comment voulez-vous après qu'on donne les là et qu'on donne l'exemple à d'autres pays qu'on doit entraîner? Vous savez, ici aux Émirats, ils sont extrêmement en avant pour beaucoup de choses. Et je vous donne les derniers exemples. 53% des femmes dans les pays du G7 qui cumulent 62% de la richesse, d'après un sondage que nous avons fait au mois de mars, considèrent que c'est impossible d'être une bonne mère et faire carrière. Impossible. Nous parlons des pays du G7. Bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte que les hommes commencent au moment de la naissance de l'enfant à être conscients qu'il faut partager la tâche familiale et que ce n'est pas simplement aider de façon sporadique les uns les autres. Eh bien, vous savez, ici aux Émirats, ils ont pensé à quelque chose à laquelle nous n'avons pas pensé. Moi, je screenais toutes les best practices au monde entier pour les congés paternité. D'ailleurs, l'Italie vient d'annoncer au G20 qu'on passe à 3 mois obligatoires de congé paternité. Donc, vous voyez, ça met la barre haute pour que les autres suivent. Eh bien, vous savez qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils disent qu'en fait, il faut donner 2 jours obligatoires avant la naissance. Parce que comme ça, le père commence à libérer l'esprit de la femme qui va se concentrer sur la chose importante, c'est-à-dire faire naître l'enfant, et qu'avant, par contre, c'est lui qui s'occupe que les enfants puissent être à l'école bien habillés, que le frigo soit plein, que les choses marchent. Et je trouve que c'est très intelligent, parce que c'est là qu'on commence à changer la mentalité. C'est même si ces jours sont paraît anecdotiques, c'était jours avant, ça veut dire avoir compris que c'est vraiment un changement de mindset. Moi, je suis très optimiste et je suis convaincue que cette crise a démontré qu'on ne peut pas continuer comme avant et que c'est vraiment le moment on est sur le bord d'un précipice, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme en Afghanistan? Ou est-ce qu'on arrive towards the zero gender gap que nous appelons? Donc, vraiment, merci de m'avoir donné l'opportunité de parler et battons-nous toutes et tous, hommes et femmes ensemble, pour arriver à ces mondes plus justes, plus égaux pour tous, où les hommes seront beaucoup plus heureux. Si nous, les femmes, on aura la position que nous méritons et la contribution que nous pouvons apporter à la société. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chiara, de nous avoir fait partager votre enthousiasme et votre motivation pour faire changer les choses. Je vous propose maintenant de donner la parole à Margaret Johnson-Clark, qui est Global Chief Diversity au sein du groupe L'Oréal, qui a fait une bonne partie de sa carrière dans le groupe L'Oréal
et qui a reçu en 2019 le prix du Women Economic Empowerment Award du Global Invest Sustainable AGFI Awards. C'est bien, Emma, c'est ça? Oui. C'est ça. Euh, Voilà. et c'est Emma qui m'a soufflé, c'est pour ça que je vérifiais auprès d'Emma si c'était la bonne terminologie. Et Margaret, vous êtes également membre du Conseil de la mixité et de l'égalité professionnelle dans l'industrie depuis mars 2019. Je vous donne la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Moi, je voulais vous partager un petit peu le point de vue, l'engagement que les entreprises, que le secteur privé peut avoir, en tout cas que les entreprises peuvent avoir sur ce sujet des violences faites aux femmes. Moi, c'est vrai, donc moi, je dirige en effet l'équipe diversité, équité et inclusion. Je tiens beaucoup à l'équité et à l'inclusion, au-delà de la diversité, depuis 4 ans et demi. Et j'ai occupé plusieurs fonctions différentes dans le groupe L'Oréal et ailleurs, mais je dois dire que quand j'ai pris ces fonctions, je les ai prises quelques mois avant l'internationalisation du mouvement MeToo. Je l'ai pris l'été 2017. Et donc, j'étais en train d'analyser ce qu'on faisait, ce que le groupe L'Oréal faisait en matière justement de parité, l'intégration des personnes en situation de handicap, l'âge, l'orientation, les origines socio-économiques et multiculturelles. Et c'est vrai que ce qu'on peut mesurer, c'est sur l'équité de genre, et notamment les femmes dans le leadership, les salaires, les écarts de salaire à mesurer. Donc c'est vrai que tout ça, se mesurant, on pouvait faire bouger les lignes. Quand le mouvement MeToo est devenu vraiment une discussion internationale, ça a donc fait ce qu'on sait tous, ça a permis cette libération de la parole. Et c'est vrai que nous, chez L'Oréal, on a beaucoup parlé sur le harcèlement sexuel et sur le lieu de travail, donc avec une plateforme qui existait depuis plus d'une décennie, Speak Up. On a donc décidé de le faire savoir davantage aux collaborateurs, en toute transparence, mais aussi à nos stakeholders externes. Et puis, très rapidement, je me suis aperçue qu'il y avait d'autres sujets de violence faites aux femmes qu'on n'avait jamais abordés parce qu'ils étaient souvent relégués à des affaires, ou en tout cas à un sentiment qu'il s'agissait de la vie privée et donc que ce n'était pas le rôle de l'entreprise de les aborder. Et donc là, je parle plus particulièrement des violences conjugales. Ça m'a paru absurde étant donné qu'on parle de congé maternité, Chiara parlait de congé parentalité, notamment avec les papas ou les coparents. Donc ça, c'est des choses où nous, on rentre dans l'entreprise, en tout cas chez le collaborateur de manière assez intime. Pareil quand un collaborateur ou une collaboratrice tombe malade. Donc ça me paraissait tout à fait notre place de faire ça sur les violences conjugales. Pero vete a tu cita, porque de todo. Alors, je crois qu'il y a peut-être. Vous m'entendez? Oui. Ok. Et donc, je suis allée voir mon PDG, Jean-Paul Agon, pour lui exposer les chiffres qu'une femme sur 3 au cours de sa vie subirait des violences, que 80% de ces violences étaient des violences conjugales, donc faites par un conjoint ou un ex-conjoint, et qu'il y avait un rapport direct sur le monde du travail. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première raison qui m'a paru la plus importante, c'était qu'on était le seul lieu où on pouvait conseiller, apporter un soutien à un survivant ou à une survivante. Je dis survivant parce qu'il peut y avoir aussi des personnes issues de la communauté LGBTQ+, on parle évidemment aujourd'hui des femmes, mais il ne faut pas... je parle de personnes de toute identité de genre, pour être plus précise. Et c'est vrai que ça m'a paru vraiment important qu'on ne devienne pas, on ne se substitue pas à l'entreprise, au monde associatif et aux professionnels. Néanmoins, on doit savoir détecter des signes quand un collaborateur, une collaboratrice émet des signes de détresse ou de fragilité. Et après, on doit pouvoir
l'orienter vers l'association à proximité du lieu de travail pour qu'elle ou il puisse obtenir de l'aide, mais aussi activer le logement, l'accès à une crèche, enfin une place en crèche, si jamais au moment où la personne justement, ou la victime ou la survivante souhaite quitter son conjoint ou son ex-conjoint. Et là, on doit être en mesure aussi de pouvoir l'accompagner. L'accompagner, par exemple, dans le parking. L'accompagner jusqu'à sa voiture, lui donner le temps, si besoin, de pouvoir rencontrer un avocat. Donc ça, c'est des choses où nous, on a un rôle absolument important, qui jusqu'à présent, je dois dire, ne faisait pas partie en tout cas, des discussions, on va dire, tout à fait classiques. Donc, c'est grâce à un homme qu'on a signé ça, parce que notre PDG est un homme, notre DRH est un homme, et ça, c'est vrai que c'était aussi important que ce ne soit pas que soutenu par des collaboratrices en interne. Donc, c'était un effort collectif. On l'a fait avec d'autres entreprises. On a même créé une coalition européenne qui s'appelle One in Three Women, avec la Fondation Kering, avec la Fondation FAS, mais aussi avec la BNP Paribas, la SNCF, Carrefour, Corian, évidemment, WeCare, et maintenant il y a Publicis aussi qui est là, et PwC. Donc c'est vrai qu'on a décidé de se mettre ensemble pour pouvoir aller plus loin. Donc ça, c'est quelque chose auquel moi je crois énormément. Pour pouvoir donc en parler, pousser. Donc on est allé carrément jusqu'à, en juin 2019, prendre la parole et pousser pour que l'OIT, au moment de la Convention 190 sur les violences faites au travail, on signe, et que nous, entreprises, on explique précisément pourquoi c'était important que cette convention soit signée, parce que dans cette convention, on adressait justement les victimes de violences conjugales. Donc ça, c'est des choses où on a vraiment été très loin. Donc au-delà des tribunes et des choses comme ça, on a fait publier une tribune dans Le Monde en France, mais on a vraiment voulu le pousser. Et puis après, il y a eu Covid. Donc ça, c'est vrai que on a continué les sensibilisations. On offrait à tous les collaborateurs en interne. On a accompagné une de nos marques qui s'appelle Yves Saint Laurent Beauté, qui a vraiment lancé donc en 2020 une cause internationale qui s'appelle Love is not abuse, et qui touche, alors, non seulement qui finance des associations qui font un travail remarquable sur le terrain, parce que je n'étais pas en mesure de le faire, donc ça c'est bien, on se complète, mais surtout qui touche aussi les plus jeunes, pour démontrer que les relations amoureuses, elles n'ont pas besoin d'être axées ou d'avoir parfois des tendances autour de la violence. Donc on travaille avec des associations de terrain, et eux travaillent aussi avec Women's Aid, le réseau Solidarité Femmes en France, Eternals aux États-Unis. Donc voilà. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir vraiment leverager tous ces acteurs qui font un travail remarquable et pouvoir les soutenir. Donc il y a la sensibilisation, il y a l'éducation. On a mis en place collectivement un e-learning pour l'ensemble des collaborateurs pour pouvoir en savoir plus et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et puis après, il y a la partie mécénat, sponsoring, où là, c'est la marque Saint Laurent Beauté chez nous qui fait ça. Je pense que l'idée, c'était aussi de pouvoir en parler et d'essayer de faire en sorte que c'était vraiment un sujet qui soit le moins tabou possible. Donc, on a fait aussi une campagne de communication en France qui devait être déployée. Finalement, elle n'a pas été déployée à l'international. Et je le regrette, mais on l'a fait pendant le premier confinement pour vraiment mettre en avant le 3919 en France. Donc, c'était quelque chose de très dangereux avec de l'affichage. Et là, il y a eu une grosse mobilisation, notamment des médias qui ont vraiment fait des dons pro bono pour qu'on puisse en ligne et en abribus, mais aussi en magazine, mais aussi à la télé, mais aussi à la radio, pouvoir mettre en avant ça et sensibiliser le grand public, pas juste la victime, mais aussi l'entourage. Si on en demandait quelque chose, comment faire, quoi faire, comment agir. Donc, je pense sincèrement qu'on a notre rôle à jouer. Et aujourd'hui, moi, je suis très fière parce qu'on a pu rédiger une politique RH, concrètement, sur les violences conjugales chez L'Oréal. On l'a envoyée, on l'a partagée avec notre réseau d'entreprises, mais aussi on l'a principalement envoyée à l'ensemble de nos filiales pour qu'elle puisse être adaptée par rapport à la législation locale, mais qu'elle puisse être mise en place. Donc avec du temps,
un espace aussi inclusif pour que on puisse libérer la parole sur ça, que les survivants puissent déclarer leur situation, demander de l'aide. Et j'avoue que ça, c'est quand même assez formidable. Donc, en cette journée, moi, je tiens juste à souligner que c'est un effort collectif, hein, c'est un effort compliqué. Il faut absolument avoir des alliés femmes et hommes au sein de l'entreprise pour pas que ça reste quelque chose de limité, parce qu'il y a il y a des survivants qui sont en effet des hommes. Donc c'est pas une histoire de femmes uniquement. Et voilà, moi je voulais juste vous partager ce qu'on fait de manière très humble parce que on a encore plein de choses à faire, mais on a été beaucoup plus fort et peut-être beaucoup plus, on a beaucoup plus osé parce qu'on était portés les unes par les autres. Alors je veux dire, il y avait beaucoup de femmes, il y a quelques hommes dans cette coalition, mais de se dire, il faut vraiment qu'on mette le sujet à l'ordre du jour comme priorité, et ça date en effet de 2018 et ça n'a fait que de s'accentuer, malheureusement, parce que comme vous l'avez vu, par exemple en France, les violences conjugales ont augmenté cette année de 10%, enfin, donc les chiffres continuent malheureusement à continuer à accroître. Donc merci beaucoup Emma de m'avoir donné cette opportunité et à vous Stéphane aussi. Merci. Merci, Margaret. Je crois que j'interviens pour Stéphane qui est un peu géré pour le moment. Solène va maintenant mettre la vidéo pour une intervention par Flor Batista. Saludos, mi nombre es Flor Batista Polo y soy coordinadora de la Unidad de Poder Legislativo del Observatorio Político Dominicano, iniciativa que pertenece a la Fundación Global Democracia y Desarrollo. El OPD es un observatorio que está dedicado al análisis y observación, como bien lo indica su nombre, de 6 áreas de estudios, entre las que se encuentran partidos políticos, sociedad civil, gobierno local, políticas públicas, ciberpolítica y poder legislativo. Desde sus inicios, el observatorio ha estado analizando temas de género e inmerso en los últimos 5 años en este tipo de estudios. La institución publica anualmente, cada 25 de noviembre, que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que conmemora la fecha en la que fueron asesinadas las hermanas Mirabal, el informe Feminicidios en República Dominicana. Este informe es el resultado final del seguimiento que se da a los casos de violencia de género y de feminicidios y de homicidios de mujeres en las plataformas digitales y los medios de comunicación tradicionales del país. A modo de resumen, podríamos indicarles algunos de los datos más relevantes que se ha obtenido durante los últimos 5 años respecto a esta situación en el país. Sin embargo, vamos a explicarles un poquito más de qué se trata el informe de feminicidios en República Dominicana. Este informe se publica desde el año 2016 en las plataformas digitales del Observatorio Político Dominicano y a través de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Es una investigación rigurosa que se publica precisamente desde esta fecha y cuyo resultado final se obtiene a través del monitoreo constante y sistematizado de los casos de homicidios de mujeres y violencia y feminicidios que se registran en las plataformas digitales y en los medios de comunicación impresos del país. Para la realización de esta base de datos se toman en cuenta información como la fecha y la hora en la que sucedió el hecho, la demarcación donde ocurrió, los nombres de las víctimas y de los victimarios, los motivos alegados por los que se cometió el hecho, la edad de las personas involucradas, el nivel educativo, la ocupación laboral, las armas utilizadas y una de las acciones o de los elementos menos estudiados a nivel latinoamericano que tiene que ver con las acciones de los feminicidas una vez cometen este hecho. De igual forma, también se obtienen datos como la cantidad de hijos, las medidas de coerción que se dictan, la calificación jurídica que se establece y la prisión donde se pretende que se cumpla la medida preventiva o la pena condenatoria. De esta recolección, que luego se sistematiza y se organiza, entonces surge el informe Feminicidios en República Dominicana, que se publica anualmente en el Observatorio Político Dominicano. A modo de resumen, vamos a presentarle algunos de los datos que ya habíamos presenciado. Lo primero es importante indicar que el concepto que nosotros utilizamos para la elaboración del informe de feminicidios en República Dominicana precisamente tiene que ver con el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género. Este protocolo fue publicado durante 2013 y en su elaboración participaron prácticamente todas las procuradurías de América Latina,
lo cual quiere decir que tiene un alto nivel de consenso y por eso precisamente, además de ser la definición más reciente que se tiene de feminicidios, es la que se utiliza también para el informe del observatorio. De acuerdo con lo que les estaba planteando, lo primero que debemos indicar es que en República Dominicana es uno de los pocos países de América Latina que no contiene en sus normativas penales la figura del feminicidio. Por lo tanto, a pesar de que se publican estadísticas utilizando la categoría de feminicidios íntimos, no hay sentencias en el país que contemplen y condenen a una persona bajo esta denominación, sino más bien bajo las figuras de asesinato u homicidio. Es precisamente esta situación la que provoca o genera las variaciones en las estadísticas publicadas por el observatorio versus las estadísticas publicadas por la Procuraduría General de la República y la Policía Nacional. Esto se debe precisamente a que, a pesar de que no hay una figura penal, o sea, no se contempla el feminicidio como una figura penal, las instituciones como Procuraduría General, Ministerio de la Mujer, el mismo Observatorio de Seguridad Ciudadana sí tiene una categoría dentro de sus estadísticas para este fenómeno. No obstante, ellos solamente consideran como feminicidios aquellos feminicidios íntimos, que son los que ejecutan la pareja sentimental íntima de la víctima, y obvian todas las otras clasificaciones que son las que precisamente tienen características donde se evidencian las razones de género, donde se evidencia que es una muerte por razón de género y que pasan directamente a una categoría de homicidio u homicidio agravado. Durante 2016 hasta el 2020, en el país se ha presenciado a través de las plataformas y los medios de comunicación el homicidio de 486 mujeres por razones de género. De esta cifra, el 78.4% corresponden a feminicidios íntimos, siendo la categoría con mayor cantidad de casos registrados y continuado por los feminicidios perpetrados por conocidos y por familiares. Esta situación o estos datos se relacionan con la tesis planteada por la ONU en 2018, que indica que el 60% de los casos de violencia de género ocurren en los hogares, convirtiéndose entonces el hogar en el lugar más peligroso para las mujeres. En el caso de República Dominicana, el hogar es definitivamente el espacio donde mayor cantidad de feminicidios se ejecutaron desde 2016, siendo observados al menos en el 63.4% de los casos. Durante el transcurso de la pandemia, de acuerdo con las investigaciones y declaraciones de organismos internacionales, se esperaba que los casos de violencia de género y feminicidios en el mundo aumentaran, especialmente en América Latina. En República Dominicana, el Estado implementó un conjunto de medidas sin considerar las consecuencias directas que tendría en un país con una de las tasas más altas de feminicidios en la región, por lo que se esperaba que la cantidad de casos de violencia de género y de feminicidios incrementaran durante este periodo. Sin embargo, y sorpresivamente, la tendencia no fue al aumento, sino a la reducción desde el 1 de marzo de 2020. Desde que inició la pandemia provocada por la COVID-19, que en República Dominicana se registró desde el 1 de marzo o el 17 de marzo, se han registrado en el país un total de 102 casos de feminicidios, siendo el 83.3% de los casos feminicidios íntimos. Desde el 2018, la tendencia de los feminicidios durante el primer semestre, enero-junio, ha ido a la disminución. No obstante, para este primer semestre de 2021 se observa un incremento en la cantidad de casos, y esto permite indicar que probablemente la cantidad de casos de feminicidios, la cantidad de feminicidios observados anualmente para este periodo sea superior a lo mostrado durante 2019 y probablemente también lo observado durante 2020. Sí me voy a detener un poquito en el caso de las provincias con mayor y menor cantidad de feminicidios. Es precisamente porque dentro de la teoría de los feminicidios se plantea que en las demarcaciones con mayor tasa de pobreza la cantidad de delitos es superior. Esto también incluye los feminicidios dentro de la categoría. Lo que plantea esta teoría es que en los lugares donde la tasa de pobreza extrema y pobreza general son mayores, las probabilidades de las mujeres de sufrir violencia de género y violencia feminicida son superiores. Sin embargo, tal y como podrán observar en el mapa que les estamos mostrando en este momento, toda la línea fronteriza, que precisamente son las provincias más pobres, con mayor tasa de pobreza extrema y pobreza general en el país, son las provincias que contienen menor cantidad de feminicidios. Y este es un caso muy interesante que amerita una mayor cantidad de estudio, un mayor tiempo de estudio. Sin embargo, hay dos opciones que podrían explicar esto. Lo primero es que los medios digitales e incluso las estadísticas gubernamentales no estén realmente registrando la cantidad de casos que se originan en estas demarcaciones. O lo segundo es que definitivamente no ocurren los casos de feminicidio para la zona o son muy reducidos. Y si este es el caso, entonces esto amerita un mayor nivel de estudio, porque entonces tendríamos que ver cómo se comporta.
De igual forma, es importante precisar que las provincias con mayor cantidad de feminicidios, como pueden notar en las zonas que se ven un poquito más oscuras, se encuentra Santo Domingo, Santiago, La Altagracia, La Vega. No es sorpresivo realmente que estas provincias tengan mayor cantidad de feminicidios, ya que también son las provincias que tienen mayor cantidad de personas. Sin embargo, esto indica la necesidad de establecer políticas públicas dirigidas o focalizadas específicamente en estas provincias para obtener quizás una reducción significativa y un impacto importante de las políticas públicas en estas zonas. A modo de conclusión, es importante indicar que el feminicidio como una figura penal ha tenido una larga trayectoria desde que surgió el debate en la sociología feminista a inicios de los 90. Esto permitió la visibilización de las muertes violentas por razones de género de una cantidad considerable de mujeres, adolescentes y niñas, y a pesar de las discusiones y modificaciones que conceptualmente ha tenido la figura, es necesaria someterla a nuevos debates que le permitan adaptarse correctamente al sistema judicial, garantizando así que una vez judicializados estos casos, puedan encontrarse las razones probatorias que les garanticen a las víctimas y a los sobrevivientes la justicia y la reparación del daño. En República Dominicana, este estudio muestra que hay grupos que se mantienen de forma constante, como los que tienen mayor cantidad de casos de un periodo a otro: mujeres jóvenes sin edad reproductiva, estudiantes de secundaria y universitarias, amas de casa, militares, comerciantes, empresarios y seguridad privada. Esta permanencia implica la necesidad de establecer políticas públicas focalizadas. De allí precisamente la importancia de conocer las características de las personas que sufren este tipo de violencia y quienes la ejercen. Estas variaciones en los grupos observados en este análisis que publicamos anualmente permiten concluir que esta problemática se trata de un asunto muy complejo y multifactorial, que no solamente puede resolverse a través de políticas públicas de concientización y que requerirían que se trabaje desde todos los ámbitos gubernamentales y privados. Es decir, se necesitan políticas públicas integrales que desarrollen desde la educación doméstica hasta iniciativas en instituciones públicas y privadas. Estas acciones que se pueden aplicar para la contribución de la disminución del fenómeno también se presentan dentro de los informes de feminicidios y permiten observar casos de buenas prácticas dentro de la reducción de feminicidios, tanto en América Latina como en algunas otras partes del mundo. Respecto al comportamiento de los medios de comunicación y los feminicidios, también las redes sociales, al igual que en el periodo pasado, se evidencia la falta de enfoque y perspectiva de género, por lo cual se continúan reforzando estereotipos que profundizan la problemática ya existente de la población femenina. Es precisamente esta situación que lleva a recomendar la implementación de un protocolo para el tratamiento y la redacción de noticias acerca de los feminicidios y la violencia de género. De igual forma, es evidente la necesidad de discutir acerca de la posibilidad de establecer mecanismos de regulación para las redes sociales y así reducir la cantidad de imágenes de víctimas y victimarios que se publican en estas plataformas, o sea, de los cuerpos de estas personas que se exponen de una manera tan vil e indigna a través de estas redes sociales, creando un morbo innecesario en torno a esto y afectando, por supuesto, la vida de las personas que han perdido no solo a uno, sino que a varios miembros de su familia incluso. Sin embargo, esto es un tema un poquito más complejo e implica un debate mucho más amplio. Para nosotros es realmente muy importante. Nosotros hemos establecido un conjunto de mecanismos que podrían contribuir a la reducción de la cantidad de casos de feminicidios, especialmente en los casos donde tenemos feminicidios íntimos adolescentes, que es una clasificación dentro de los feminicidios que ha ido evolucionando dentro del país y que necesita que se establezca educación sexual, porque definitivamente eso es algo en lo que hemos estado fallando dentro del país. Y nada, esperando que este informe sea de su agrado y que pueda realmente aclarar algunos de los aspectos que si tienen alguna duda. Este trabajo pueden encontrarlo de manera gratuita en nuestra página web, que es www.opd.org.do, o a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Observatorio Político Dominicano y en Instagram como OPD_FUNLODE. Para nosotros ha sido un placer poder interactuar con ustedes y esperando que tengan un feliz resto del día. Voilà, je pense qu'on peut donner la parole au prochain intervenant. Oui, alors je pense que c'est à moi, donc Ségolène Duguet. Vous m'entendez bien? Oui, très bien, merci Ségolène. Parfait.
Merci. Je voulais vous proposer de nous intéresser à l'origine de la violence et de comprendre pourquoi les comportements violents sont plus fréquents chez les hommes que chez les femmes. Donc, les premières études sur la violence domestique ont tenté d'établir un fondement neurologique au comportement violent. On a cherché une localisation cérébrale spécifique de la violence, mais en vain. Aucune explication biologique ne peut en effet expliquer pourquoi les hommes violents le seraient uniquement avec leur partenaire intime du fait d'une déviance cérébrale. Selon les tenants de la sociologie, la violence à l'égard des femmes ne serait qu'une stratégie de domination inscrite dans les gènes de l'homme afin de lui garantir l'exclusivité des rapports sexuels et de la domination et de la reproduction. Pardon. Ça, c'est aussi une théorie qui est développée par une femme comme Françoise Héritier, ethnologue. Et bon, si on suit cette théorie, on ne comprend pas vraiment pourquoi tous les hommes ne seraient pas violents dans ce cas-là. Plusieurs études aussi sont attachées à analyser le contexte social permettant la maltraitance des femmes. Selon elles, la société prépare les hommes à occuper un rôle dominant et s'ils n'y parviennent pas naturellement, ils tendent à le faire par la force. La violence serait pour eux comme un moyen, en fait, parmi d'autres, de contrôler la femme et leur femme en particulier. La socialisation fondée sur l'apprentissage des rôles sexués octroie aux hommes une position de pouvoir et d'autorité. Aux femmes, on attribue généralement des comportements qu'on appelle typiquement féminins, tels que la douceur, l'empathie, la passivité, la gentillesse, alors que les hommes seraient, eux, puissants, forts, dominateurs et seraient moins à l'aise pour exprimer leurs émotions. Bourdieu l'a montré, tout ce qui est valeureux, tout ce qui est respectable, digne d'admiration est du domaine du masculin. Alors, tout ce qui est faible, fragile, voire encore plus méprisable ou indigne serait du registre du féminin. Cependant, l'explication sociologique n'est pas non plus tout à fait satisfaisante car la majorité des hommes, encore une fois, ne sont pas violents et on parle vraiment d'une minorité. Donc l'analyse psychologique de l'homme violent apparaît comme multidimensionnelle avec des causes diverses et ne peut être réduite en un seul facteur, mais au contraire porte en elle différents aspects et manifestations que je vais essayer de développer ici. Il apparaît donc comme origine de la violence que nombre d'hommes violents auraient eux-mêmes souffert de maltraitance dans leur enfance. Quand ils ont subi des mauvais traitements ou des abus sexuels, notamment dans leur enfance, il leur arrive d'avoir recours eux-mêmes à la violence, mais le plus souvent à la suite de tels traumatismes, ils ont perdu leurs limites et ils sont plus vulnérables face à une agression. En fait, ils vont reproduire ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Et donc, ces traumatismes de l'enfance, en fragilisant la personne et en modifiant sa personnalité, entraînent une plus grande perméabilité à la pression sociale. Bon, il ne faut pas non plus conclure trop vite en disant que les hommes sont violents uniquement en réaction à ce qu'ils auraient subi dans leur enfance, parce que tous les hommes violents n'ont pas subi non plus des traumatismes dans leur enfance et inversement, tous les hommes qui ont subi des violences dans leur enfance ne seront pas à leur tour violents. Mais quand ils ont subi des violences et qu'ils sont eux-mêmes violents, c'est important de reconnaître chez eux ces séquelles et les marques qui ont pu laisser une enfance douloureuse. Et en revanche, cela ne les dégage pas de leur responsabilité et leur mal-être ne doit pas être une excuse pour détruire leur partenaire, bien évidemment. Un autre angle d'approche se fonde sur la théorie de l'apprentissage social. Donc, selon cette théorie, les comportements violents s'acquièrent par l'observation des autres et se maintiennent s'ils sont valorisés socialement. Donc, si un homme a été élevé par un père violent, son organisation intrapsychique a été changée jusqu'à ce que le recours à la violence fasse partie en fait de son mode de fonctionnement et que ça devienne un mode tout à fait naturel.
Il prendra donc l'habitude de réagir par la violence chaque fois qu'il aura besoin de soulager ses tensions internes ou de se sentir valorisé. Par la suite, si ces actes violents ne sont pas sanctionnés, il n'y a pas de raison qu'ils ne les reproduisent pas. Et c'est naturellement donc ce qui va arriver avec l'escalade de la violence. Et donc, il suffit de laisser faire une fois pour que l'habitude se maintienne. Donc, d'où l'importance de la répression. Les chercheurs en psychologie sociale voient que le but d'élever les garçons dans un système patriarcal est de les pousser à s'identifier donc au modèle masculin, encore une fois pour qu'ils deviennent forts, agressifs, logiques, et responsables de leur famille. Mais aboutir à cette masculinité se base aussi sur le fait de cacher leurs sentiments, leurs faiblesses à tout prix et de tout ce qui s'approche au féminin. Le féminin est vraiment vu comme quelque chose de négatif et duquel il faut s'éloigner. Donc c'est pour ça aussi que ça pousse certains hommes à vivre dans des situations conflictuelles qui amènent à des tensions. D'une part, on leur demande d'être dominants, d'être responsables, et d'autre part, ils ne se sont pas toujours préparés au nouveau statut, aux nouveaux rôles que sont joués par les femmes. Donc les hommes peuvent se sentir menacés dans leur propre rôle à eux. Après, il y a une excuse qui est souvent invoquée par les hommes violents, qui est l'alcool. Or, c'est pas l'alcool, on sait que c'est pas l'alcool qui provoque directement la violence, mais elle va permettre cette libération d'une tension interne qui va amener à la violence. Donc l'alcool, encore une fois, ne doit pas être synonyme de déresponsabilisation, et de la même façon, tous les alcooliques ne sont pas violents. Un des signes des hommes violents est qu'ils affirment leur déresponsabilisation. Ils ont tendance à minimiser leurs gestes, à se trouver des causes externes, notamment en tenant leur conjointe pour responsable. Contrairement aux femmes victimes qui, elles, cherchent plutôt une explication psychologique interne à l'apparition de la violence chez leur partenaire. Bien souvent, elles considèrent que c'est lié à leur attitude, à un manquement de leur part, et elles vont essayer de trouver des raisons chez elles qui auraient motivé et généré cette violence. Donc sur les causes qui sont les plus souvent invoquées par les hommes pour expliquer cette violence, ils parlent de stress, d'une provocation de leur partenaire ou d'un manque de respect des règles religieuses ou d'habitudes culturelles. En gros, l'homme est le chef de la famille et la femme doit lui obéir. Donc ce qu'on comprend au vu de tout ça, c'est qu'aucun facteur pris isolément ne pourrait suffire à expliquer pourquoi un individu est violent. Même si, par exemple, un traumatisme de l'enfance peut créer une prédisposition à la violence qui sera ou non renforcée par le contexte social, c'est pas suffisant. Tous ces hommes qui de plus justifient leur comportement par une perte de contrôle savent généralement modérer leur comportement en société ou notamment sur leur lieu de travail. Et la violence intervient vraiment dans l'intimité, dans le foyer. Et donc, pour la plupart, c'est pour ça qu'ils sont difficiles à détecter parce qu'on ne revoit pas de difficultés particulières dans leur vie sociale. Pour pas mal d'hommes, leur identité masculine les rend anxieux et vulnérables car elle est une défense contre l'identité féminine. Encore une fois, les hommes se sentent mis en défaut par les femmes, et surtout que la société pousse encore beaucoup, même si ça tend quand même à diminuer, et c'est là qu'est quand même l'espoir. La société continue à attendre des hommes qui occupent un rôle dominant,
Alors, et à l'inverse, s'ils se sentent, eux, incompétents et impuissants, ils peuvent chercher à compenser donc cette faiblesse qu'ils ressentent par des comportements violents en privé qu'ils n'avoueront pas. Le déni qui est très, très fréquent est pour eux un moyen d'échapper à la honte et à la culpabilité et surtout un moyen de ne pas voir leur fragilité interne révélée. Donc c'est la fragilité des hommes violents et leur sentiment d'impuissance intérieure qui les amène à vouloir contrôler et dominer leur compagne. Le contrôle sur l'autre venant suppléer leur manque de propre contrôle interne finalement. Dans le système patriarcal tel qu'il existait avant et qu'il peut et encore exister aujourd'hui, l'enfant tend toujours à défouler sa propre féminité ou tout ce qui qui ressemble à sa mère et pour cela cherche à se réaliser dans le masculin. Cet objectif se fait pour nier, en niant sa féminité qui se contredit avec sa masculinité. Donc cela se résulte avec une attitude défensive. Voilà. Donc la réconciliation des hommes avec leur féminité aboutit à la réconciliation avec les femmes. Et cela peut être réalisé en se détachant de l'image primitive de la femme. Au contraire, leur attachement à leur masculinité défensive qui refuse la féminité les pousse toujours à ignorer et à nier le développement des statuts et des rôles des femmes. Les hommes stéréotypés qui se préservent leur statut et rôle imposés et offerts par la société sont plus aptes à adopter une attitude traditionnelle et surtout violente envers la femme. Certains hommes, en effet, ne connaissent pas la bonne distance qui permet une relation saine. Ils cherchent la fusion avec l'autre et pris dans l'intimité et la peur souvent d'être abandonnés. Ces hommes, encore une fois, éprouvent ce sentiment d'impuissance qui les pousse à la violence si la femme fait valoir son autonomie et son indépendance. Après, on a une société qui aujourd'hui encore prône beaucoup les notions d'efficacité, de réussite. On voit qu'il faut être le meilleur et tout est permis pour y parvenir. C'est pourquoi on peut s'attendre et on accepte parfois qu'un homme se montre agressif dans certaines circonstances. Ces stéréotypes d'hommes forts, virils, puissants sont parfois lourds à porter pour certains hommes qui ne trouvent du coup pas d'autre moyen pour masquer leur faiblesse d'écraser les plus faibles, à savoir les femmes. Donc après, il y a plusieurs types de personnalités, encore une fois, sur les hommes violents. Il faut distinguer deux types de violence, qui est la violence impulsive, où l'homme contrôle mal ses colères et ses émotions. Il faut la distinguer de la violence instrumentale, où ce sont des conduites agressives qui sont menées froidement, vraiment dans le but de blesser. Donc sur la violence instrumentale, on aura typiquement le manipulateur pervers narcissique qui est pas du tout une violence impulsive, mais au contraire qui est très pensée, qui a un but précis. C'est une violence qui est permanente et qui a pour but d'écraser carrément la compagne. Donc il y a plusieurs types de personnalités, type paranoïaque aussi, qui vont amener à la violence. Bon, je ne vous détaillerai pas tout cela, mais je voudrais juste pour conclure que affirmer que la violence masculine est inéluctable serait affirmer que la victimisation des femmes l'est aussi. C'est absolument pas mon point de vue. Et je pense que le dévoilement des situations de violence conjugale désignant l'agresseur, le partenaire intime, même s'il est d'autant plus difficile à dénoncer qu'il est dans l'intimité, est essentiel et donc
essentiel aussi, et ça je pense qu'on en parlera, sur le recueil de la parole des femmes aujourd'hui, qui est, grâce à MeToo, totalement libérée, enfin totalement, beaucoup plus libérée, on va dire, qu'avant. Et que pour résumer, je dirais que la violence masculine, en tout cas, vient de la difficulté de certains hommes à intégrer les modifications des rapports de sexe, et que dès que les femmes tentent d'affirmer leur autonomie, les partenaires qui sont encore ancrés dans le système patriarcal de l'autorité masculine deviennent violents. Donc, sur les solutions, au-delà des sanctions qui viendraient en amont, en aval de la violence, en amont, on voit bien qu'une des réponses serait vraiment l'éducation des jeunes garçons, que ça soit par la famille ou par l'école, mais également l'image de la femme dans les médias. Alors, je pense que ce ne sera pas tout à fait le sujet aujourd'hui, mais encore trop souvent, l'image de la femme dans les médias est tout à fait déplorable, et peut conduire à nourrir certains stéréotypes négatifs qui, sur des individus, on dira fragiles, peuvent amener à de la violence. Voilà. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Ségolène. Merci pour cette intervention. Je vous propose maintenant qu'on donne la parole au professeur Farah Safi, qui va nous parler des protections qu'apporte le droit aux femmes victimes de violences. Professeur, je vous donne la Merci beaucoup. parole. Je tiens avant tout à remercier les organisateurs de cet événement, plus particulièrement M. Stéphane Fauché et Emma Rossler, qui étaient mes interlocuteurs principaux. Je suis vraiment ravie d'être associée à cet événement et je vous en remercie. J'apporte une petite précision peut-être avant de commencer. Simplement pour insister sur le fait que j'interviens en ma qualité de juriste, de professeur de droit, et non pas en ma qualité de femme, même si je le suis. Si bien que si j'ai bien fait mon travail, normalement, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, eh bien, un homme aurait dû ou devrait ou aurait pu eh bien, le faire de la même manière, parce que là, on parle du droit et donc, a priori, on ne peut pas le voir de différentes manières. Alors, à première vue, la réponse à la question de savoir comment le droit pénal protège les femmes victimes de violences peut sembler évidente et s'imposer d'elle-même. Il devrait le faire, il le fait par tout moyen. Il n'en reste pas moins qu'à la réflexion, les choses s'avèrent plus complexes. Elles le sont avant tout car le droit pénal, on le sait, a vocation non pas à protéger telle ou telle victime, telle ou telle catégorie de victimes dans une société, mais il entend avant tout assurer la protection de l'intérêt général. Là où le droit civil protège une victime bien déterminée, eh bien la victime en droit pénal, c'est la société tout entière, indépendamment de l'atteinte à une victime particulière. Et donc, toute infraction pénale entend forcément protéger les femmes, mais ni plus ni moins que les hommes. D'ailleurs, la question de la protection de la femme prend très vite ici, sous cet angle précis, un tour un peu paradoxal. Protéger par une infraction pénale d'une manière spécifique, d'une manière nommée les femmes, ne reviendrait-il pas indirectement à entériner la différence et l'inégalité que l'on est censé combattre? Il est en réalité fort difficile d'admettre que le législateur pénal puisse concevoir les femmes comme seules victimes désignées d'une infraction sans bafouer le principe d'égalité devant la loi pénale. C'est la raison pour laquelle il est possible d'affirmer qu'au nom de l'égalité entre les hommes et les femmes, notre droit pénal français est un droit neutre, en quelque sorte un droit asexué. La femme étant l'égale de l'homme, elle est alors protégée au même titre que ce dernier par l'ensemble des incriminations pénales. Cela ne veut pas dire pour autant que le droit pénal est complètement indifférent à la situation de la femme, notamment lorsqu'elle est victime de violence. En réalité,
il peut arriver que la loi pénale prenne en considération la spécificité de la femme. Il s'agit en revanche non pas de la spécificité liée à son sexe, parce que ce serait éventuellement de la part du droit pénal faire preuve de sexisme, mais à sa condition même, à sa condition de femme, qui dans certains cas particuliers est naturellement distincte de l'homme. C'est le cas par exemple de l'incrimination de l'entrave à l'interruption volontaire de grossesse, qui ne peut concerner naturellement, physiquement, que la femme, seule capable de tomber enceinte. Il n'est alors pas surprenant que la loi lui réserve ici un sort particulier et que le texte d'incrimination fasse directement référence aux femmes, je cite, les femmes dans le texte, sans encourir le risque d'inconstitutionnalité. Il en va de même pour la circonstance liée à la vulnérabilité de la femme enceinte, qui est tantôt constitutive d'une infraction, tantôt conçue comme une circonstance aggravante en matière pénale. C'est également le cas depuis la loi nouvelle toute récente, dite loi séparatisme du 24 août dernier, qui interdit aux professionnels de santé d'établir des certificats de virginité et qui crée également une infraction pénale au sein du code pénal pour sanctionner le fait de faire à une personne des offres, des promesses, de lui proposer des dons, des présents, avantages quelconques ou d'user contre elle de pression, de contraintes de toute nature afin qu'elle se soumette à un examen visant sa virginité. Là aussi, on comprend bien que la femme est seule visée. Mais il est vrai, la protection pénale des femmes victimes de violences se fait le plus souvent d'une manière indirecte. Autrement dit, s'il est évident que le législateur a avant tout voulu protéger les femmes, il prend malgré tout garde de ne jamais la citer directement dans la loi. Il prend en effet juridiquement en considération la situation, le sexe de la femme victime, tout en laissant l'incrimination générale naturellement ouverte aux deux sexes. On peut ici penser au texte relatif, par exemple, à la lutte contre les comportements prostitutionnels où la femme n'est jamais citée en tant que telle directement, même si on sait qu'elle est visée dans l'esprit du législateur. Et donc, finalement, on peut dire que la neutralité du droit pénal n'est qu'apparente. On peut même affirmer que la femme victime de violence préoccupe de plus en plus le législateur pénal aujourd'hui, comme le prouve la succession des différentes lois ayant pour objectif de protéger les femmes, en commençant par la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples, aux incidences de ces dernières sur les enfants, en passant par la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, la loi Chiappa du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, la loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille et en terminant par la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales. Donc la femme occupe vraiment le législateur pénal aujourd'hui. Et cette protection indirecte semble évidemment parfaitement justifiée car personne ne saurait nier que ce sont surtout les femmes qui sont aujourd'hui victimes de certaines infractions de violence. Le viol est majoritairement un crime masculin et c'est surtout la femme qui se retrouve victime de violences conjugales ou de harcèlement sexiste. Et c'était ainsi que, comme tout juriste et tout universitaire, pour élaborer un plan en deux parties et sous-parties, j'ai essayé de préparer cet exposé en distinguant deux domaines qui intéressent le législateur, à mon sens, aujourd'hui, parce qu'on peut considérer qu'il y a d'un côté une protection effective, véritablement efficace, aujourd'hui qui est instaurée en matière pénale pour lutter contre les violences conjugales, et ça a été dit à plusieurs reprises, qui sont quand même l'une des formes principales des violences dont souffre la femme aujourd'hui, et d'un autre côté, une protection que je considère un tout petit peu plus symbolique et peut-être moins efficace quand il s'agit de lutter contre le sexisme. Donc, c'est comme ça que je vais articuler cet exposé en évoquant tout d'abord la protection effective contre les violences conjugales et ensuite la protection symbolique contre le sexisme. Alors, tout d'abord, la protection effective contre les violences conjugales. En fait, la répression des violences conjugales a connu une réelle évolution dans le sens d'une protection accrue de la femme victime de ces violences. Parce qu'il faut avouer que l'on partait de loin, puisqu'il ne faut pas oublier que le Code pénal de 1810 exonérait de sa responsabilité pénale le meurtrier de la femme adultère et de son amant.
tout comme le devoir d'épouse empêchait toute qualification de viol au sein du couple marié. Au fil du temps, le législateur, le juge, ils ont fait preuve de davantage de sévérité, ils ont réussi à assurer une protection de plus en plus effective, bien qu'indirecte, de la femme en matière de violence conjugale. Et on le voit aussi bien à travers les mesures répressives qui ont été mises en place que les mesures préventives pour prévenir ce type de violence. S'agissant tout d'abord des mesures répressives, eh bien, le législateur a d'un côté adapté les incriminations en ciblant davantage la sanction pour garantir une protection effective des femmes victimes de ce type de violence, et ensuite en adaptant des règles procédurales. Donc, quant à cette sanction ciblée, eh bien, par exemple, il a fallu attendre 2006 pour que le viol entre époux soit reconnu. La définition du viol fut alors adaptée, sans viser directement la femme dans le texte, mais dans l'objectif clair de protéger les femmes victimes d'agressions sexuelles au sein du couple. Et c'est donc ainsi que le législateur a pris la peine de préciser à l'article 222-22 du Code pénal que, je cite, « le viol et les agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime, quelle que soit la nature des relations existantes entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage ». La présomption du consentement aux relations sexuelles au sein du couple n'est donc plus la règle et il devient possible de poursuivre le mari, pacsé, concubin d'une femme pour ces infractions sexuelles. Il est d'ailleurs intéressant de relever ici que la protection de la femme en matière d'infractions sexuelles dépasse le seul cadre particulier de la sphère familiale, les juges faisant preuve d'une grande sévérité lorsqu'il s'agit, par exemple, de caractériser l'élément de surprise en matière de viol. On a une jurisprudence vraiment récente, abondante en la matière, qui retient le viol à l'encontre de celui qui utilise un stratagème ne permettant pas à sa victime de l'identifier, alors même que cette dernière s'est volontairement rendue au rendez-vous, mais en croyant avoir affaire à une autre personne. Par exemple, à travers des échanges de mails ou sur les sites de rencontres, on se fait passer pour quelqu'un d'autre. Donc, la femme, elle vient à l'hôtel, elle est consentante, et puis d'un seul coup, elle découvre que, eh bien, c'est pas la bonne personne, et on a retenu la surprise malgré le consentement de la personne, et donc le viol. On retrouve également cette prise en compte du contexte familial dans l'incrimination du harcèlement moral depuis la loi du 9 juillet 2010, où le Code pénal incrimine aujourd'hui le harcèlement du partenaire. Le harcèlement du partenaire qui est défini comme le fait de harceler son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son concubin par des propos, des comportements répétés ayant pour objet, pour effet, une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, avec une extension de cette infraction aux ex, donc ex-mari, ex-concubin, ex-pacsé. On a également de plus en plus d'infractions ciblées dans le cadre de la protection de la femme victime de ce type de violence à travers des circonstances aggravantes. À travers des circonstances aggravantes, des infractions sont aggravées lorsqu'elles sont commises, le texte nous dit, par le conjoint, le concubin ou le pacsé. Donc, il s'agit du meurtre, des violences volontaires, des tortures, actes de barbarie, des menaces. À chaque fois que ces infractions de droit commun sont commises par le pacsé, le mari, le concubin, elles sont aggravées, la peine devient alors plus grave. Donc, il est possible aujourd'hui d'affirmer que le droit pénal lutte plutôt efficacement contre les violences conjugales faites aux femmes, que ce soit par des infractions ciblées, comme je l'ai montré, ou que ce soit par l'aggravation de la peine. Alors, certains vont dire que cette protection demeure insuffisante, notamment en revendiquant une prise en compte de la situation de la femme victime de ces violences pour justifier les actes de violence dont elles peuvent être elles-mêmes auteurs. Justifier, c'est-à-dire à travers un fait justificatif, autrement dit, la femme victime de violence va commettre une infraction et on va le justifier. Vous avez tous sûrement entendu parler, par exemple, de l'affaire Jacqueline Sauvage, qui a occupé les médias pendant un certain temps, cette pauvre dame qui a été battue pendant longtemps par son mari. Et la question était de savoir si on pouvait considérer que son acte, le meurtre de son époux, était une légitime défense. Et les juges ont statué dans un sens qui n'était pas très apprécié par l'opinion publique, mais qui est juste juridiquement, c'est-à-dire de considérer qu'il faut que les conditions de la légitime défense soient réunies
Autrement dit, il faut une agression imminente, injustifiée, réelle et une riposte concomitante, nous dit le texte, nécessaire et proportionnée. Or, on sait tous que Madame Sauvage a tué son mari par 3 balles tirées dans le dos, donc il ne s'agit pas réellement, à ce moment-là, il ne s'agissait pas de se défendre. En revanche, si la légitime défense ne devrait pas subir un sort spécifique en matière de violence conjugale, il semble tout à fait légitime de prévoir des règles procédurales adaptées dans ce domaine. Et c'est ce que fait le droit pénal aujourd'hui, c'est-à-dire que le droit pénal prévoit des règles particulières en matière de procédure pour protéger ces femmes. Par exemple, la loi interdit le recours à la médiation pénale en cas de violence conjugale, sauf lorsque la victime est d'accord. C'est l'article 41-1 du Code de procédure pénale. Médiation pénale, c'est en dehors d'un procès, donc impossible de négocier en matière de violence conjugale. Interdiction qui a permis de mettre notre droit français d'ailleurs en conformité avec la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes. De plus, l'article 226-14 du Code pénal autorise la levée du secret professionnel aux médecins ou à tout autre professionnel de la santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple. Là aussi, le secret professionnel s'efface pour garantir une protection de la femme. On voit alors qu'au niveau de la répression, les choses avancent. Il y a une meilleure protection pour la femme pour lutter contre les violences conjugales. Mais le droit pénal intervient aussi pour prévenir ce type de violence à travers donc des dispositions préventives. Plusieurs mesures préventives, je vais vous en citer 2 notamment. La première, c'est ce qu'on appelle le téléphone grave danger. Le téléphone grave danger qui est un dispositif qui a été consacré dans le Code de procédure pénale depuis la loi de 2014 et qui permet en réalité aux femmes en grave danger d'appeler directement sur un numéro pour pouvoir demander l'intervention des forces de l'ordre en cas de violence du mari, du conjoint, du concubin ou du pacsé. Ce téléphone grave danger peut être mis en place pendant 6 mois, renouvelable, et ça permet d'alerter les autorités publiques. Alors, effectivement, ça n'a pas été très efficace. Et c'est la raison pour laquelle le législateur est intervenu récemment par un moyen beaucoup plus efficace que l'on appelle le bracelet anti-rapprochement. Le bracelet anti-rapprochement, en réalité, c'est une sorte de géolocalisation 24 heures sur 24, partout sur le terrain de la République, aussi bien de la femme que de l'homme. Donc du conjoint, pacsé ou concubin. Et en fait, on va déterminer 2 zones. Dès que le mari, conjoint ou concubin accède à la première zone, qui est la plus lointaine, proche de la femme, eh bien, on va directement l'appeler pour lui dire qu'il doit s'éloigner, donc prévention. Si en revanche, il passe à la zone la plus proche, zone 1, eh bien là, il y a une intervention directe des forces de l'ordre sur place parce qu'on le géolocalise, donc on sait très bien où il est. On peut directement intervenir pour protéger la femme. Elle n'a plus, comme pour le téléphone grave danger, à appeler d'elle-même. Le bracelet anti-rapprochement permet directement aux forces de l'ordre d'intervenir sans que la femme ait à faire quoi que ce soit. Alors évidemment, comme il y a une géolocalisation et donc par principe une atteinte à certaines libertés, il faut le consentement du mari, du conjoint, du concubin, du pacsé, en sachant que s'il refuse, on va très vite lui dire qu'en fait, il va le regretter parce qu'on va mettre en place une procédure beaucoup plus contraignante. Par exemple, on va procéder à son incarcération. Donc, tout ça pour vous dire que aussi bien au niveau de la répression qu'au niveau de la prévention, le droit pénal intervient véritablement de plus en plus pour assurer la protection de la femme au niveau des violences conjugales et c'est une protection qu'on peut considérer comme de plus en plus effective. Je ne dirais pas exactement la même chose au niveau de la lutte contre le sexisme,
c'est le deuxième axe, deuxième point de cet exposé, où je trouve que la protection du droit pénal, bien que présente, me semble beaucoup plus symbolique et je ne suis pas sûre que le droit pénal lutte efficacement aujourd'hui contre le sexisme, mais j'y reviendrai. Je ne suis pas sûre non plus que ce soit véritablement son rôle et c'est peut-être la raison pour laquelle il échoue là-dedans. Alors, le sexisme, on le sait, c'est réserver un sort particulier à un sexe et se traduit notamment par une valorisation, une dévalorisation d'un sexe par rapport à l'autre, donc par une sorte de discrimination liée au sexe. Et donc, cette protection de la femme contre le sexisme se traduit aujourd'hui en matière pénale par une multiplication des infractions qui comprennent le sexisme parmi les éléments constitutifs. Donc, le texte va citer le sexisme, donc infraction, ou alors, d'un autre côté, par l'instauration de circonstances aggravantes, c'est-à-dire pour des infractions qui pourraient s'appliquer indépendamment du sexisme, eh bien, on va aggraver la peine lorsque le mobile, le motif sexiste existe. Alors, tout d'abord, pour les infractions sexistes, eh bien, on sait le sexisme est aujourd'hui la raison d'être de plusieurs infractions. L'une des plus connues, qui a fait le plus parler d'elle, c'est celle qui a été créée par la loi Schiappa du 3 août 2018, qui sanctionne à l'article 621-1 du Code pénal ce qu'on appelle aujourd'hui l'outrage sexiste ou le harcèlement de rue. Alors, constitue aujourd'hui un outrage sexiste le fait d'imposer à une personne, vous voyez, on n'invoque pas la femme directement, c'est une personne, tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste, qui soit porte atteinte à sa dignité à raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Alors, c'est vrai que cette infraction a reçu l'approbation de nombreuses associations et de la majorité de l'opinion publique. Mais il n'en reste pas moins qu'il est légitime pour le juriste de s'intéresser sur la nécessité de cette incrimination, sur sa pertinence, parce que ça relève beaucoup plus du symbole, notamment qu'il s'agit là véritablement, au niveau juridique du terme, d'un doublon par rapport à des infractions qui existent déjà, comme le harcèlement. Le harcèlement, c'est exactement la même chose, c'est le fait d'intimider, de placer une personne dans une situation où elle est offensée, où elle est intimidée, un caractère dégradant, humiliant. Ce sont exactement les mêmes termes qui sont utilisés en matière de harcèlement, qui aujourd'hui existent indépendamment de la répétition aussi. Donc, au début, on disait non, parce que le harcèlement, il faut un acte répété. Eh bien, le harcèlement, même qui n'est pas répété, existe aujourd'hui comme une infraction pénale. Donc, l'outrage sexiste est aujourd'hui une forme de harcèlement moral ou sexuel et on peut considérer que c'est vraiment pour le symbole que le législateur est intervenu ici pour afficher clairement qu'il lutte contre le sexisme. Alors, le temps est compté, donc je ne peux forcément pas dresser un schéma complet de toutes les infractions. J'aurais par exemple pu parler de l'infraction du revenge porn, qui lutte contre les cyberviolences sexistes. J'aurais pu parler de beaucoup d'autres infractions, mais l'idée, elle est là, c'est juste que le droit pénal intervient, parfois c'est efficace, parfois ça l'est un peu moins, notamment pour le sexisme. Et juste une petite précision, parce que ça a été discuté aussi, et je l'ai vu dans le film, par rapport au féminicide. Il faut quand même noter que la lutte contre le sexisme conduit certains aujourd'hui à parler d'incriminer le féminicide en matière pénale par une infraction spécifique, c'est-à-dire le meurtre d'une femme à cause de son sexe. Alors, c'est une question d'actualité en France, notamment depuis le discours du président de la République à la tribune de l'Organisation des Nations Unies, affirmant le 24 septembre 2019 qu'il faut reconnaître un statut juridique au féminicide et bâtir une action efficace pour l'éradiquer. Je cite le président de la République. Alors là aussi, je pense que c'est une proposition qui est purement symbolique parce que la femme victime d'un meurtre est aujourd'hui protégée par le droit pénal et le sexisme est une circonstance aggravante, c'est-à-dire lorsque le mobile du meurtre est un mobile sexiste, lorsqu'on a tué une femme parce que c'est une femme, eh bien la peine est aggravée. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a émis elle-même un rapport le 20 février 2020
concluant sur l'inutilité de cette incrimination en affirmant, je cite, « Le droit pénal français dispose aujourd'hui des outils suffisants pour sanctionner les féminicides. » Donc, je ne suis pas persuadée que ça serve à grand-chose de procéder à cette création législative aujourd'hui, d'autant plus que, je le répète, le sexisme aujourd'hui, à l'article 132-77 du Code pénal, constitue une circonstance aggravante générale qui peut s'appliquer à pratiquement toutes les infractions pénales. Toute infraction commise par mobile sexiste est aggravée. Alors, pour conclure, il n'est pas inutile, je pense, de rappeler qu'en France, une femme meurt tous les 2 jours sous les violences de son conjoint ou ex-conjoint. Il est donc aujourd'hui plus que jamais urgent d'agir afin de garantir une réelle protection effective, efficace des femmes victimes de violences. Cela est d'autant plus vrai que, faute de temps, mon exposé est forcément incomplet. Il ne faut pas oublier les mariages forcés, l'esclavage moderne, la prostitution, les pratiques comme l'excision qui existent encore aujourd'hui et dont souffrent de nombreuses femmes. Le droit pénal a alors forcément un rôle à jouer et il semble mobiliser en ce sens. Mais est-ce suffisant? Ça a été déjà dit, je l'ai entendu plusieurs fois, l'éducation, etc. Sans doute que non, le droit pénal ne peut pas suffire, le droit ne peut pas tout. S'il suffisait de créer des infractions pour que la délinquance cesse, on n'aurait plus eu de viol, de meurtre ni de vol depuis très très longtemps. Il faut donc rester lucide et comprendre que la lutte pour les droits de la femme, de sa protection contre les violences, doit également, pour ne pas dire avant tout, se faire sur le terrain de l'éducation, dans les écoles, les lycées de notre si chère République, tant attachée à l'égalité, valeur au corps de notre devise. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, professeur, pour votre intervention. Je pense qu'on a peut-être des questions. No, yo tengo una reunión de trabajo. Sinon, je veux Claro, bien todavía. peut-être une première question à Claire et à Laura à la suite de l'intervention de Flore Battista Polo. La prise de conscience et les mouvements qui se développent en République dominicaine, quelle est leur part d'influence sur les politiques publiques? Et je pense par exemple, alors politique publique puis arsenal législatif et réglementaire, et je pense en particulier à la position sur l'avortement. Ok, là, en termes généraux, on a des cadres légaux qui sont très bien, mais le problème, il y a un écart entre les cadres légaux et l'application de ces cadres légaux, d'une part. Parfois, tu as des lois qui sont excellentes, mais tu n'as pas la réglementation pour l'application de la loi. Il faut savoir. D'autre part, on a le problème que si ça arrive en France, ça arrive dans des pays à nous beaucoup plus forts qu'on ne prend pas en compte les dénonciations des femmes, ou très peu, et aller pour faire une déclaration de viol ou d'autres de nature qui ont à voir avec la condition de la femme, c'est très, très compliqué et très difficile. En République dominicaine, un phénomène qui est très important sont des filles violées dans des quartiers populaires de 10, 11, 12 ans. Il y a une fille avec 16 ans qui peut avoir un enfant de viol, 3, 4 enfants à 16 ans, fruit de cette situation. Ça veut dire qu'il y a des cadres qui sont compliqués et qu'il faut voir la distance entre le cadre légal et l'application de la loi d'une part. Autre chose, il y a tout ce qui est le débat sur les 3 causales. On a, dans les codes juridiques dominicains, l'avortement est interdit. Tout le monde fait des avortements, il faut dire. Les cours supérieurs, on a accès, nous, à des bonnes cliniques et tout ça. C'est interdit par la loi, mais les médecins le font, quoi. Et tu es dans de bonnes conditions. Mais au niveau du secteur populaire, c'est là où les femmes meurent, parce qu'ils font ces avortements sans aucune condition et de protection pour la protection de leur santé. Et il y a tout un débat où s'entremêlait beaucoup l'Église qui est contre l'avortement, je peux comprendre, mais les justificatifs qu'on appelle les 3 causes possibles pour autoriser l'avortement
sont pas non plus acceptées. Ce sont violations ou inceste, violation que l'enfant est anormal, n'est pas normal, n'est pas viable, ou il a un risque de la vie de la mère. Ces trois conditions ne sont pas acceptées. Et maintenant, il y a un important débat au niveau des parlements où il y en a, je vais vous dire, des personnes ou trois qui ont dit non. Je peux vous citer Farideh Raffoul, qui est une sénatrice étoile du parti du gouvernement, une jeune femme qui dit non, on défend les trois causales. C'est possible d'avorter pour ces causes. Et des gens comme José Horacio Rodríguez dans les parlements et quelques autres parlementaires au niveau des députés qui défendent ça. Mais la plupart des députés, des sénateurs, mais avant que ça, l'Église n'est pas pour ça. Et en vue de peut-être à futur garantir être relus, même qu'ils sont d'accord, ils ne vont pas voter ça. Et maintenant, le code pénal avec ces trois éléments n'est pas passé. Et il y a tout un débat. L'Église interdit ça. Ça veut dire c'est l'Église qui dit on accepte l'avortement en aucun cas. Mais l'Église n'accepte pas l'éducation sexuelle non plus. Et c'est un problème grave. Pour faire l'éducation sexuelle, c'est un cachet. Tu ne peux pas intégrer ça comme une partie de l'éducation normale pour que les filles puissent accéder à se protéger. Sinon, pour l'Église, c'est une incitation à la débauche. Là, c'est ça qu'on gère dans les scénarios dominicains. Que c'est une culture d'une double morale, et en termes politiques, la plus grande partie des parlementaires ne soutient pas les initiatives d'accéder à l'avortement dans des conditions que c'est très réglé, parce qu'il y a des limites qui sont très claires. Que c'est les viols, l'inceste, la santé, les risques de la vie de la mère ou que l'enfant n'est pas viable. Et ça, c'est un grave problème. Mais je dis aussi que l'Église catholique ne prend pas en charge non plus. C'est les filles qui ont un enfant de 10-11 ans parce qu'il n'a pas avorté, quoi. L'Église ne la prend pas en cadre. Et il y a tout un mécanisme d'exclusion sociale de ces filles. Ils tombent enceintes et le lendemain, on te fait sortir de l'école. Et ça, c'est automatique. Et tous ces programmes des Nations Unies pour la protection embarazo d'être enceinte au niveau pour les jeunes filles, etc. Ça, je ne vois pas l'impact qu'il y a réellement. Je ne vois pas l'impact. À la vie réelle des filles. Moi, je suis en train de me fonder à partir d'une recherche qu'on a fait sur le terrain. Ça fait 3 ans, avec lesquels on a fait d'entretien à des jeunes provenant de différents secteurs sociaux, quoi, hommes et femmes. Et là, les résultats sont ça, et on les voit. Une fille de 17 ans avec 4 enfants, quoi, violée à 11 ans. Entonces, este truc, tipo, et la dernière cas qu'on a vu, c'est une fille, ça fait l'année dernière, à 9 ans, a accouché un enfant pour résultat d'un viol. Et on assiste à une banalisation de tout ce qui est viol et agression sexuelle dans les quartiers populaires aussi. Bon, mais c'est ça la réalité, c'est pas sympa, quoi. Peut-être, vous m'entendez? Oui, oui, oui. Peut-être pour compléter ce que disait l'ambassadeur Laura Faxa, c'est vrai qu'il y a une réforme du code pénal qui est en cours en République dominicaine. Et donc, vous l'avez entendu de la part de la présentation de Flore Batista, la figure pénale de l'homicide, du féminicide, pardon, n'existe pas dans le code, dans la loi dominicaine. Et c'est donc, d'après ce que je comprends de la présentation du professeur Safi, c'est donc la même situation qu'en France, c'est-à-dire qu'en cas de meurtre de la femme par son conjoint, c'est un homicide aggravé. Donc, en fait, c'est la même situation pour l'instant en République dominicaine. Disons que je voulais simplement souligner
en réaction aussi à sa présentation, que bien sûr la loi est importante, mais qu'aussi il s'agit de mettre en place des politiques publiques qui permettent en fait de travailler de manière transversale et intégrale sur tout ce qui touche finalement à la position de la femme dans la société. On sait que donc les violences contre les femmes, c'est en fait l'une des manifestations des inégalités, que d'ailleurs l'ONU Femmes catégorise en fait en 6 catégories: les inégalités en matière d'économie économique, les inégalités en matière de participation, donc politique, institutionnelle et dans les entreprises, les inégalités en matière des attaques subies pendant l'enfance, de l'accès à la santé et de l'éducation. Et en fait, on se rend compte que tous ces paramètres sont complètement interdépendants. Et je pense que donc en ce jour de célébration de la Journée internationale contre la violence faite aux femmes, il est important de rappeler l'objectif de développement durable numéro 5, qui est donc de parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Je pense que cette discussion qu'on a eue aujourd'hui est vraiment enrichissante. Nous, depuis donc, la Fondation Globale Démocratie et Développement en République dominicaine, l'un de nos objectifs et de notre raison d'être, en fait, c'est justement d'être une force de proposition de meilleures politiques publiques pour le développement de la République dominicaine. Et ce type d'espace constitue un vrai enrichissement, en fait, pour connaître les expériences, les analyses depuis différentes perspectives, notamment, par exemple, le monde de l'entreprise. C'est très intéressant d'avoir écouté les initiatives au sein de L'Oréal, parce que finalement, les initiatives privées sont aussi fondamentales. Donc, je pense que c'est vraiment un échange très enrichissant et que ça nous permet, depuis Fonglodé France, de faire connaître un petit peu aussi la République dominicaine même si les contextes sont très différents, on se rend compte qu'on a aussi beaucoup de points communs et que cette violence à l'égard des femmes, c'est une réalité internationale et qu'on peut en fait créer une réelle coopération et nous permettre de progresser aussi dans cet objectif de mise en place de politiques publiques plus efficaces, intégrales et participatives. Voilà, donc je voulais simplement profiter d'avoir la parole pour remercier également vraiment très profondément à Emma et Stéphane pour leur grand travail pour l'organisation de cette table ronde et évidemment à toutes les intervenantes. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je repasse la parole à Stéphane et au nom de Fonglodé, vraiment, je vous remercie chaleureusement. Merci Claire. Je parle sous ton contrôle, Emma. Est-ce que Solène a des questions éventuellement dans les personnes qui nous écoutent? Non, je crois que j'ai regardé Stéphane, il n'y a pas d'autres questions. Pas d'autres questions? Bien écoutez, il me reste effectivement, mesdames, à vous remercier, comme l'a fait Claire et Laura Faxas, très chaleureusement pour votre participation, le soutien que vous avez apporté à Fonglodé et à Fonglodé France, et puis à mon tour aussi de remercier toute l'équipe de Fonglodé, de Fonglodé France, Claire en particulier, à qui nous devons la traduction des propos de Flore Battista Polo, Emma qui s'est aussi beaucoup investie, Solène qui a été avec nous. Merci à tous, sans qui cette conférence n'aurait pas pu exister. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée et merci à tous nos participants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.